Ne vous laissez pas influencer par le blabla. Correction, blablabla. Récession, blablabla. Marché émergent, blablabla. Moyenne mobile, blablabla. Pessimisme, blablabla. Il n'en faut pas beaucoup pour transformer l'enthousiasme des investisseurs en crainte. Pas plus loin qu'à la fin de décembre, ils voyaient la vie en rose et quelques petites semaines plus tard, oups, tout un chapelet d'inquiétude transforme le climat. Donc, ici, dans notre unité de temps, donc en 2022, parce que cet article a été écrit en 2014, on peut se dire que c'est le contraire. Au mois de décembre, ici, on n'était pas très optimiste. Au mois de janvier, ici, on est très optimiste. Donc, vous voyez que le narratif a changé. OK? Donc, ça revient à la même chose. Comme je l'ai dit toujours, la bourse, c'est un éternel recommencement. Ce qui se passe présentement ici a déjà eu lieu. Enfin, dans une certaine mesure, c'est juste la façon de présenter les choses qui change, mais on a déjà eu les mêmes choses dans le passé. Donc, il est souvent intéressant de voir ici comment est-ce que quelqu'un pensait en 2014 et voir comment on peut l'appliquer en date d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir voir que ça ne change pas trop. OK? Ce qui provoque des remous et avec une hausse fulgurante dans ce que j'appelle le placotage boursier, donc le bavardage inutile. OK? Ce bruit peut influencer les épargnants et les pousser à prendre de mauvaises décisions. D'accord? Quand il y a des craintes ici, vous êtes poussé ici à modifier vos portefeuilles, peut-être pour vous protéger ou bien à sortir du marché. Quand un optimiste ici, vous courez rapidement ici pour acheter je sais pas moi, l'entreprise qui a fait du 20% ici parce que vous pensez que ça va continuer dans le futur, ce genre de choses-là. Donc, dans ce vacarme médiatique, on entend et lit bien des choses. Partout, on parle à répétition de correction. Vous voyez que nous sommes c'est 2014, hein? Là, nous sommes en 2022. Donc, ce n'est pas très différent. On utilise des indicateurs, certains créés de toutes pièces pour attirer l'attention. Par exemple, on vous dira que selon l'indicateur de janvier, le fait que si la bourse a un mauvais janvier, un mauvais mois de janvier, l'année sera poche et le contraire, si le premier mois de l'année est positif, quand on dit l'année sera poche, c'est-à-dire que l'année ne sera pas extraordinaire, si on a un mauvais mois de janvier. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est un indicateur littéralement. Vous pouvez le voir dans les médias. Sauf maintenant, peut-être qu'avec le mois de janvier, si on a une bonne année 2022, donc si on a un bon mois de janvier 2023 ici, on pourrait avoir une belle année 2023. Est-ce que c'est le cas? Personnellement, franchement, ça n'a aucun sens pour moi. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, il faut s'attendre à ce que 2014 soit difficile. Donc, au cas où le mois de janvier est dégueulasse, il faut s'attendre à ce que 2014 soit difficile. Au cas où le mois de janvier est bien, il faut s'attendre à ce que 2023 soit une bonne année. D'accord? Donc, on peut le ramener ici à notre unité de temps qui est 2022. D'accord? C'est pas trop le 2014 ici qui compte, c'est surtout la réflexion derrière. Personne, du moins à ce que j'ai vu, ne se demande si cet indicateur est sensé. En effet, est-ce que ça fait du sens qu'un mauvais janvier provoque soit une relation de cause à effet, une mauvaise année? Non. De vous à moi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est parce qu'on a eu un bon mois de janvier qu'on aura forcément une bonne année 2023? Et je parle seulement en termes boursiers. Vous voyez que s'il n'y a pas de relation cause à effet, ça n'a pas de sens. C'est au plus une curiosité statistique. Ce qui est vrai d'un grand nombre d'indicateurs galvaudés par les pseudo-spécialistes. La réalité, dois-je le répéter pour la millième fois, c'est que personne ne sait ce que la bourse dans les 11 mois qui restent cette année va faire. D'accord? Donc, personne ne sait ce que la bourse fera pour les 11 prochains mois de 2023. Je vais vous surprendre peut-être. Cela n'a aucune importance pour l'investisseur à long terme. En fait, 2023 n'a pas d'importance pour l'investisseur à long terme. C'est une année, c'est 12 mois. Et quand on parle d'investisseur à long terme, je parle 3 ans en montant. Donc, une année n'a aucun effet sur vous. D'accord? Attention, je ne dis pas ici qu'en une année, voilà, tu achètes une entreprise, tu vas te coucher, tu regardes ça dans 3 ans. Non, 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 non. Tu dois suivre tes investissements tranquillement parce qu'ici, on parle de stock picking. Okay? On parle essentiellement ici d'investir dans les actions. Vous pouvez le transposer ici en ETF également, ça vaut la même chose. Si vous achetez votre ETF en date d'aujourd'hui, ce n'est pas 6 mois plus tard qu'il va falloir regarder. Le mois de janvier ne détermine rien du tout. Vous êtes là pour le long terme. Okay? Tout dépend également si vous avez un ETF qualitatif, comme tout dépend également si vous avez une compagnie qualitative ici. D'accord? Acheter à bon prix d'ailleurs. D'accord? C'est la période de 3 à 5 ans qui compte. C'est ça qu'on appelle le long terme au minimum. OK? Donc, en fait, si vous investissez en fonction de ce que fera la bourse cette année, vous n'êtes pas un investisseur. Dans ma vision, vous n'avez pas d'affaires en bourse car vous spéculez. Donc ici, pas d'affaires, ça veut dire que vous n'avez rien à faire sur les marchés boursiers si vous avez une vision sur 12 mois. OK? Parce que vous êtes en train de spéculer. D'accord?
Reste que bien des gens peuvent être influencés par ce qui se dit et s'écrit. Ne serait-ce qu'en raison du fait qu'une stupidité répétée des dizaines de fois peut avoir un impact. Le meilleur remède pour faire en sorte d'être blabla-proof est double. D'accord? Donc on dit blabla-proof contre l'optimisme ambiant ou le pessimisme ambiant. Parce qu'un investisseur doit toujours peser le pour et le contre. Ok? Quand le marché est trop optimiste, il est à la limite, il est euphorique. Ok? Quand il est trop pessimiste ici, voilà, vous pouvez entendre ici partout, même quand on vous vend une entreprise à 5 fois les bénéfices, qui est dans une industrie ici, dans un secteur d'activité en pleine croissance, qui a des free cash flow élevés, il est très facile pour les gens de se dire ici que, oh, il y a des risques. Il y a des risques, on n'y va pas. Tout simplement parce qu'on pense que l'économie, les marchés boursiers vont fermer, c'est la fin du monde, etc. Il y a beaucoup de gens comme ça. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut être optimiste, d'accord? Mais quand on dit optimiste, ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux littéralement, non. Rester des éternels optimistes, pas juste, on ne va pas verser dans le pessimisme ambiant à long terme tous les jours. On est toujours pessimiste sur tout. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles pour nous. Donc vous savez ici que c'est pas ce que je vous encourage à faire. Déjà, techniquement, chacun fait ce qu'il veut. OK? Mais je pense que quand vous investissez, le mieux, c'est toujours voir le monde ici, voilà, avec un tout petit peu d'optimisme. D'abord, avant de faire quoi que ce soit, avant de faire un quelconque changement dans votre portefeuille, prenez toujours le temps de consulter votre stratégie de placement, votre plan d'enrichissement. Donc, vous devez investir avec déjà un plan en tête. OK? Il y a des personnes qui vont investir parce qu'ils veulent, voilà, avoir un rendement à la retraite. D'accord? Et quand je parle de rendement ici, c'est par rapport à leur dividende. Donc, c'est-à-dire que la somme qu'ils vont investir aujourd'hui, ils pensent pouvoir vivre des dividendes issus de cette somme-là dans 10 ans ou dans 30 ans. OK? Donc, ils n'ont peut-être pas besoin de faire un changement drastique parce que le marché est pessimiste ou bien optimiste. Ça vaut également pour ceux qui recherchent également de la performance et du rendement. De toute façon, moi, je pense que les deux sont indissociables. Si je recherche le rendement ici, effectivement, je voulais acheter cette entreprise-ci à un prix très intéressant. D'accord? Parce que ce n'est pas le, comment ça, c'est pas en fait le montant investi. C'est pas le but du game n'est pas d'investir le plus possible pour générer le plus de rendement. Non, c'est investir le moins possible pour générer le plus de rendement. Ok? Quelqu'un peut investir, comme je dis toujours, quelqu'un peut mettre 10 000 dollars ici et avoir 100 000 dollars dans, voilà, on va se dire ici, dans 10 ans. Et vous pouvez mettre aujourd'hui 80 000 dollars et avoir 100 000 dollars dans 10 ans. À la fin de la journée, qui a fait plus d'argent que l'autre? La conclusion est simple. C'est la personne ici qui a investi 10 000. À la fin, vous avez la même somme finale, mais c'est la personne qui a investi 10 000 qui a fait plus d'argent que vous. OK? Donc, vous avez immobilisé ici 70 000 en supplément qui auraient pu être envoyés ailleurs. Et tout ça pendant 10 années. Donc, vous avez manqué, en termes de coût d'opportunité, rien d'extraordinaire. Donc, il faut toujours avoir son plan d'investissement en tête. OK? Il y a plusieurs stratégies de placement. On n'a pas les mêmes stratégies de placement ici. Il y a des gens qui achètent uniquement, comme je l'ai dit, des entreprises qui versent des dividendes. Il y a des gens qui achètent uniquement des compagnies qui ont des bénéfices nets, stables et croissants. Il y a des gens qui sont uniquement là pour les chasseurs. Ils sont uniquement des chasseurs d'aubaine. Donc, qu'importe la qualité de la compagnie, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'acheter une compagnie ici à un prix voilà, inférieur à ses actifs nets par action, disons. D'accord? Donc, il se focalise uniquement sur le bilan comptable de l'entreprise. Il y a plusieurs stratégies. OK? Et de vous demander si la transaction envisagée est si sincère. Donc, quand on dit ceci, tu interroges ta stratégie, tu consultes ta stratégie de placement, d'accord? Tu regardes ton plan d'enrichissement et tu te demandes si la décision que je vais prendre ici aujourd'hui par rapport voilà, tout l'optimisme ou le pessimisme ambiant, d'accord, a lieu d'être en date d'aujourd'hui dans mon portefeuille. Est-ce que c'est parce que les gens sont pessimistes sur Google à cause de ChatGPT que je vais forcément vendre mes actions Google? Est-ce que c'est parce que le secteur automobile sera en berne dans les mois à venir que je vais forcément vendre mes actions Michelin? Sans vous rendre compte que les voitures électriques pèsent plus que la voiture à combustion, ici je pense bien. Donc, en termes de coût au niveau des pneus, techniquement, Michelin est censé rapporter plus d'argent plus tard parce que ces pneus-là auront tendance à avoir des marges plus élevées. Le prix des pneus sera plus élevé.
Donc, si vous réfléchissez juste parce qu'on a un ralancement sur le segment automobile en date d'aujourd'hui, vous êtes en train de manquer une grosse partie, d'accord, de ce qui pourrait vous permettre ici de dégager un rendement assez intéressant sur le long terme. Tout simplement parce que vous regardez le pessimisme actuel sur une année, ok, au lieu de vous poser la question en année 2, 3, 4, où est-ce qu'on pourrait aller présentement. Ok? Ensuite, la clé ultime est de penser en investisseur. Toujours. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Le plus simplement du monde, c'est de toujours voir le marché boursier du point de vue de l'homme d'affaires ou de la femme d'affaires pour ne pas passer pour un sexiste. Donc, également, il y a des femmes ici, donc c'est la même chose. Ok? Donc, c'est l'homme ou la femme. D'accord? Et si la bourse offre, il faut toujours voir en termes ici de business, d'accord? Une entreprise ici, c'est avant tout, une action, c'est avant tout une entreprise, d'accord? Et si vous achetez, et si vous avez si vous êtes, disons, si vous êtes des entrepreneurs, techniquement, vous êtes des businessmen ou bien des businesswomen. OK? Donc, quand vous venez investir ici, ayez en tête, voilà, je suis un entrepreneur. Disons que je veux t'accompagner, je vais accompagner je vais participer au succès de cette entreprise-ci. Quels sont les éléments que je vais devoir regarder si j'achète une action? D'accord? Parce que je ne vais pas me retrouver dans une entreprise qui est en décroissance. OK? Peut-être qu'il y aura un problème temporaire ici et je dois identifier c'est quoi le problème et je devrais identifier pourquoi est-ce que je pense qu'il est temporaire avec des éléments palpables en date d'aujourd'hui. C'est comme je vous disais tantôt, il y a une entreprise qu'on appelle Micron Technologies. Micron en date d'aujourd'hui va souffrir. Mais cette entreprise-là se retrouve dans un secteur d'activité qui est en pleine croissance. D'accord? Le marché dans lequel elle opère risque de doubler dans les 10 années à venir. Et si le marché double, son chiffre d'affaires risque de doubler, son bénéfice net risque de doubler. Et quand vous regardez son bénéfice net en date d'aujourd'hui, donc en période de... Parce que c'est une compagnie cyclique, en période en période de hausse ici, donc en période de cycle haussier ici, vous allez vous rendre compte que si elle fait à peu près le double des bénéfices nets actuels, elle a presque la capitalisation boursière de ce qu'elle pourrait rapporter en une année si la taille du marché double. Et ce n'est pas que si la taille du marché double, le marché va doubler. Tout simplement parce on a besoin de plus en plus de ces produits-là dans le futur à cause justement du fait que les données augmentent de plus en plus. Nos consommations ici des données augmentent de plus en plus. Donc, elle se situe ici dans un big trend que vous n'allez peut-être pas voir tout simplement parce que le prix du produit qu'elle vend ici a tendance ici à fluctuer. Et ce n'est pas que le prix va augmenter plus qu'aujourd'hui. Le prix pourrait être au même niveau en termes de plus haut cette année-ci. C'est uniquement en termes de volume, d'accord, qu'on va pouvoir faire plus d'argent. Donc, faites attention. Il faut regarder plus loin que ça. Pensez en termes de business, pas en termes de spéculateur. Un spéculateur ne pense pas en termes de business. Un investisseur pense en termes de business. Et si la bourse offre à la personne d'affaires ou à l'homme d'affaires une entreprise à meilleur prix qu'il y a quelques semaines, oups, son intérêt augmente. D'accord? Donc, si on vous offre ici une opportunité, un LVMH à 500, 400 dollars ici, vous comprenez que techniquement, votre opportunité ici vient d'augmenter. C'est automatique. Donc, pensez toujours en termes en tant qu'investisseur, pensez toujours en termes de business. OK? De plus, l'investisseur sait que son travail inlassable est de tenter d'identifier de grands gagnants et de les acheter à meilleur prix possible. D'accord? C'est sa mission première, sa raison de vivre. Si la bourse, peu importe les raisons, souvent superficielles et éphémères, les offre, il est là prêt et opportuniste. Donc, sur les marchés, ok, qu'importe ce qui peut être raconté d'optimisme, qu'on soit optimiste ou pessimiste, pensez toujours en termes d'opportunités et ayez toujours en tête que ça reste avant tout des business. Ok? Ce n'est pas parce que tu vas me dire aujourd'hui que Intel, voilà, on perd des parts de marché au profit d'AMD ici, ou bien de Nvidia, je dois identifier le problème d'Intel. Je dois également me poser la question que si Intel, ce qu'ils font ici, je prends l'exemple d'Intel, je ne dis pas que c'est la meilleure entreprise au monde, etc. Je sais qu'il y a un pessimisme ambiant sur cette entreprise-là. OK? Donc, je me pose la question de savoir, l'entreprise présentement, elle fait quoi? Est-ce que le produit qu'elle vend, est-ce que la situation dans laquelle elle se retrouve ici aujourd'hui, est-ce qu'elle peut régler cette situation-là? Si la réponse est oui,
Quels sont les éléments qui me montrent qu'elle est déjà en train de prendre le chemin, elle est en bonne voie de régler ces soucis-là? Déjà, premièrement, le changement du PDG est une bonne chose. OK? Je peux également voir qu'ils vont se focaliser ici sur voilà, un segment sur la fabrication de semi-conducteurs pour d'autres entreprises. Ça pourrait également marcher si on se situe sur le modèle à la TSMC, mais il faut faire attention, ce n'est pas un business facile parce que TSMC a un savoir-faire qu'il ne sera pas facile à transposer au niveau de Intel. Ce n'est pas qu'Intel n'a pas ce savoir-faire-là, mais il pourrait également avoir quelques petits couacs au début. OK? Donc, il faut se garder une certaine marge de manœuvre à ce niveau-là. C'est la même chose avec des compagnies comme IBM. Identifier le problème d'IBM. Est-ce que l'IBM d'il y a 5 ans, c'est le même IBM aujourd'hui? Je ne pense pas. OK? So, avant d'être... même quand on est optimiste, par exemple, sur Tesla, vous avez vu l'exemple dernièrement, si on avait parlé aux gens qui avaient investi sur Tesla aux alentours de 2020-2021, qu'attention, le prix est trop élevé, il y en a beaucoup qui seront en train de vous insulter à cette période-là. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Ces personnes qui étaient très optimistes sont devenues un tout petit peu pessimistes. En plus, quand on parle ici de diminution du prix, etc., voilà, ils ont de plus en plus peur. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'en tant qu'investisseur, en tant que businessman, comment est-ce que vous allez réfléchir? Comme je vous l'ai montré dernièrement, prenons en considération qu'elle aura les mêmes marges que Toyota. D'accord? Disons-nous que, bon, Toyota est très bien géré d'ailleurs. Donc, Tesla, si elle est bien gérée et que malgré ça, elle choisit ici de faire la guerre des prix et que ses marges s'ajustent aux marges de Toyota, c'est une bonne chose à la fin de la journée. On pourrait toujours avoir un prix intéressant ici pour Tesla pourrait être aux alentours des $50. Quand on le paie à $100 ici, c'est parce qu'on pense que les marges pourraient être plus élevées. Donc, maintenant, à vous de voir, qu'est-ce qui est plus probable? Qu'on ait des marges au niveau actuel ou bien qu'on ait des marges au niveau de Toyota. Moi, je pense qu'au niveau de Toyota, c'est probable. D'accord? C'est possible qu'on ait des marges de Toyota. De toute façon, on a déjà plus que ça. Donc maintenant, par rapport à ça, le $100, si ça m'intéresse déjà, je sais que je n'irai pas avec une grosse partie de mon portefeuille en date d'aujourd'hui sur Tesla. Ça reste une très belle entreprise. Une entreprise qui a bousculé, qui a poussé toute une industrie à changer. D'accord? Ce n'est pas aussi facile que... Ça n'a pas été aussi facile, mais ils ont réussi à le faire. Mais maintenant, il va falloir montrer qu'on peut garder le cap. OK? Parce que la compétition ne dort pas également. OK? Donc, quand vous avez une entreprise en portefeuille et que vous entendez uniquement des mauvaises nouvelles sur ce titre-là, il est facile d'être influencé et de vendre ce titre-là. Je peux être très optimiste sur un titre ici. Même si les chiffres sont mauvais, si je reste optimiste, je suis sûr et certain que il y a de fortes chances que je puisse influencer au moins une personne. OK? Donc, je vous ai toujours dit sur cette chaîne, posez-vous toujours la question pourquoi, comment. Qu'importe ce qu'on va vous dire, allez toujours vérifier. D'accord? Et vous avez le droit d'avoir un avis totalement négatif. Je peux être optimiste sur Intel et vous pouvez être juste pessimiste. OK? Et pessimiste avec vos propres raisons. Si vous avez des raisons d'être pessimiste, c'est parfait. Mais ne soyez pas pessimiste parce que quelqu'un d'autre est pessimiste ou bien parce que les médias sont pessimistes. Vous devez être pessimiste parce que vous-même, vous avez creusé un tout petit peu sur le dossier. D'accord? Okay, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas être optimiste sans avoir regardé le dossier. Vous ne pouvez pas être pessimiste sans avoir regardé le dossier en profondeur. Donc, pensez toujours comme un businessman et ne soyez pas influencé par le blablabla ambiant. OK? Donc, ceci n'est que ma modeste contribution aux commentaires ici. Là, je trouve que l'article ici, il a toujours lieu d'être, même en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, n'oubliez pas, le plus important, c'est de questionner sa stratégie de placement. D'accord? Toujours se demander si ça respecte ici le plan d'enrichissement qu'on s'est fixé. OK? Et toujours penser en tant que comme un investisseur. D'accord? Toujours voir le business, toujours voir les actions comme un business et non comme juste un simple bout de papier. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas le lien vers la description, le lien vers la newsletter de la chaîne est dans la description de la vidéo. Merci.